Responsable d'un véritable massacre en Angleterre à la fin du XXe siècle, Harold Shipman, marié, père de 4 enfants et médecin réputé, avait attiré mon attention pour l'épisode 9 de la série en janvier 2016. Malheureusement supprimé pour cause de droits d'auteur, voici sa réédition. C'est parti. Et bonjour tout le monde, c'est Youx. Comment allez-vous les amis? Écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui j'ai dû faire 2-3 petits réglages sur mon micro pour pouvoir vous commenter cette vidéo. Donc ça m'a pris 5 minutes, mais bon, ça a été. Alors oui, petite introduction d'abord pour vous expliquer et après on va tout de suite démarrer le sujet. Cette vidéo-là, il y a peut-être quelques personnes qui ont dû la voir, mais franchement pas beaucoup. Elle devait avoir 6 likes, un truc dans le genre, et 100 vues, cette vidéo que j'avais pu faire sur Harold Shipman. Les épisodes en ce moment de Serial Murder sont supprimés, il y en a 2 qui ont été supprimés, donc ils seront refaits. Alors peut-être pas tout de suite pour le prochain. Celui-ci va être refait après sa suppression, sachant qu'il ne sera pas mis en ligne. Il sera mis en ligne après l'épisode sur Francis Holm, normalement. Alors, j'avais parlé d'Harold Shipman, qui est un tueur en série britannique. On va tout de suite commencer, ça me foutait un peu les nerfs quand même qu'il soit supprimé pour les droits d'auteur. Mais effectivement, j'avais mis un reportage dedans et le reportage est passé copyright. Donc ça, tu sais, quand tu commences, que tu mets une vidéo et qu'au bout d'un moment, elle passe copyright, et ta vidéo à toi, vu que tu as utilisé des extraits, elle le sera aussi. Donc c'est parfait, ça fait plaisir de se faire supprimer ces vidéos. Surtout quand tu as mis un temps fou à les réaliser. Alors c'est un tueur en série britannique, comme je vous l'ai dit, il est né à Nottingham en 1946. C'était le 2e fils d'une famille de 4 enfants, sa mère se nommait Vera, tandis que son père était un chauffeur de camion à l'air un peu ringard. Ses parents étaient tous 2 issus de la classe ouvrière, il a donc connu une enfance normale, mais était particulièrement proche de sa mère, qui décédera d'un cancer du poumon alors qu'il n'avait que 17 ans. Cet événement marquant va pour lui constituer un tournant significatif dans sa vie. Oui, bon, j'avoue, j'ai un peu fait une phrase intello. Mais en gros, si vous préférez, ça va vraiment être, comme je dis d'habitude, l'élément déclencheur qui va provoquer chez lui une réaction. La mort de sa mère était survenue au fil du temps, alors qu'elle souffrait et que son état se dégradait petit à petit. Un médecin venu lui rendre visite un jour lui avait prescrit de la morphine, afin d'apaiser temporairement la douleur. Et il lui a prescrit de la morphine au moment du dernier stade de la maladie. Il faut savoir que sa mère, elle le surprotégeait durant son enfance et Shipman, franchement, lui, il savait pertinemment qu'il était son fils préféré. Scolairement, il était brillant, mais deviendra un élève plutôt médiocre au lycée, avant d'intégrer l'université de Leeds. Sportivement, il était réellement très bon en football et surtout en athlétisme. Normalement, les garçons sportifs sont populaires, mais lui ne l'était pas à cause de son attitude arrogante et son sentiment de supériorité. Durant tout ce temps, il ne se fit aucun ami et resta très solitaire. Alors en 1965, il intégra une école de médecine et le 5 novembre 1966, il se maria avec sa femme, Primrose, avec qui il engendrera 4 enfants par la suite. À cette époque, il découvrit également comment des piqûres de morphine peuvent permettre d'alléger la souffrance d'un malade. Rapidement accro lui-même à une autre drogue, qui est d'ailleurs similaire à la morphine, il sera d'ailleurs licencié du cabinet médical où il exerçait, à la fin de l'année 1974. Et c'est seulement après une cure de désintoxication qu'il put reprendre son travail. Il commit son premier meurtre en 1975, à l'âge de 29 ans. C'est l'âge à peu près moyen pour un tueur en série, pour le premier meurtre d'un homme qui va tuer en série. Alors justement, il venait d'obtenir son premier emploi stable et son premier salon. Certains chercheurs pensent que sa première victime était un enfant, mais personne ne possède encore de preuves directes et l'identité de la victime reste encore inconnue.
Harold Shipman, en réalité, lui, il avait deux facettes. Avec les patients, il était très sympathique, mais en particulier avec les personnes âgées, devant lesquelles il se montrait médecin et ami. Et il semblait les adorer. Mais il faut savoir qu'aussi les personnes âgées, ça lui rappelait sa mère. Mais son autre personnalité, liée au stress, lui causait une pression de travail. Et en dehors de son bureau, c'était un homme agressif. La principale chose que les patients du docteur Shipman aimaient était sa sincérité, paradoxalement. Et personne ne semblait pouvoir douter de lui. Alors c'est quand même assez étrange, parce que c'est vrai qu'il est insoupçonnable et pourtant, vous allez voir, la suite de la vidéo est quand même assez déroutante. En 1992, il ouvrit un nouveau cabinet à son propre nom et s'y installa en continuant de tuer des patients par surdose de morphine. En mars 1998, le docteur Linda Reynolds, un docteur, oui effectivement, médecin en chirurgie à Hyde, c'est une femme, est informé par la fille d'une des victimes du docteur Shipman du fort taux de mortalité des patients de ce médecin. Immédiatement après cette annonce, elle fut préoccupée par le grand nombre d'enterrements de femmes âgées et par le grand nombre de rapports de décès que Shipman avait signés lors du dernier mois. Pour elle, soit il était négligent et soignait mal ses clients, soit il les tuait. L'affaire fut alors portée à l'attention de la police qui sera incapable de trouver suffisamment de preuves afin de porter des accusations. L'enquête deviendra alors blâmée et attribuée à des officiers inexpérimentés, débutants et maladroits. Au cours de l'année, alors que la police avait abandonné l'enquête, une éventuelle arrestation de Shipman était alors possible, car lors de cette époque, il avait tué 3 autres personnes et ne cessait d'envoyer des signaux à la police. Sa dernière victime fut Kathleen Grundy, une ancienne mère cérémoniale de Hyde, qui fut retrouvée morte à son domicile en juin 1998. Shipman était bien évidemment la dernière personne à l'avoir vue en vie et avait signé son certificat de décès avec la cause vieillesse comme origine de la mort. Mais cela sonnait faux, car en fait Madame Grundy n'avait pas beaucoup de raisons de mourir et tout allait bien avant sa dernière visite de routine chez son docteur préféré, le docteur Shipman. De plus, la fille de Madame Grundy a été surprise et était devenue inquiète lorsqu'un avocat l'informa que le testament rédigé par sa mère avait été modifié dans les derniers instants de sa vie. Même si cet avocat justement qui s'appelait Brian Burgess avait des doutes lui-même sur l'authenticité de ce papier. En gros, la dernière volonté de Madame Grundy, c'était de déshériter sa fille et l'ensemble de ses enfants afin de léguer l'ensemble de sa fortune, écoutez bien parce que c'est quand même assez ouf, 386 000 livres à son docteur favori. Je sais pas qui va léguer son testament à son docteur ou à son vétérinaire. Là vraiment, je n'arrive pas à comprendre qui pourrait faire ça. Ça paraît complètement fou comme vous pouvez voir. Et alors du coup, une enquête va alors être ouverte et le corps de Madame Grundy est malheureusement exhumé quelques jours plus tard. Lors de l'analyse, on retrouvera des traces de diamorphine, une drogue souvent utilisée pour le contrôle de la douleur chez les patients cancéreux en phase terminale. La police soupçonna alors Shipman et l'arrêta le 7 septembre 1998 à son domicile. Et vont trouver une machine à écrire à côté de laquelle se tenait un carnet de bord dans lequel le docteur Harold Shipman décrivait l'ensemble de ses meurtres ainsi que la dose injectée à chacune de ses victimes. La police réussira à prouver 15 meurtres grâce au carnet, mais le soupçonne cependant d'être à l'origine d'un véritable massacre. Les enquêteurs se rendent alors compte qu'ils ont négligé cette affaire et que le tueur était très adroit et méthodique. Le 5 octobre 1999, en milieu d'après-midi, une Angleterre tout entière reste captivée par le début du procès Shipman, un docteur réputé du centre de Hyde âgé alors de 55 ans. En conclusion, il sera prouvé qu'en moins de 5 minutes, grâce à une injection de 30 mg de diamorphine, Harold Shipman expédiait vers l'au-delà ses patients lorsqu'il venait leur rendre visite. La police retrouva également chez lui des ampoules de diamorphine et il fut déterminé qu'une seule de ces ampoules pouvait tuer à elle seule près de 400 personnes. Incapable de réunir plus de preuves solides devant un jury de cour d'assises,
la police de Manchester ne put l'inculper que pour 15 meurtres. Mais il est sûr et certain qu'il a tué de nombreuses autres personnes. À la fin du procès, le ministre de la Santé avait promis une enquête publique pour répondre aux inquiétudes des centaines de familles dont les proches étaient décédés après avoir été soignés par le docteur Shipman. Son procès tant convoité durera 2 ans. L'enquête a d'abord tenté de déterminer quand Shipman avait commencé à tuer. Il avait pris son premier poste dans une petite ville ouvrière du Yorkshire le 1er mars 1974, comme je vous en ai parlé au début de la vidéo. 40 jours plus tard, c'est-à-dire le 10 mai, il signait son premier certificat de décès et allait en signer 22 en 1 an et demi, avant qu'un pharmacien local découvre qu'il se droguait régulièrement. Mais après une amende, une suspension d'exercer et un séjour de 6 mois en hôpital psychiatrique, l'ordre des médecins l'avait autorisé à reprendre son travail. Pendant 15 ans, il allait alors exercer dans un cabinet de groupe du centre de Hyde. Ce bon docteur allait volontiers au chevet de ses malades et aider les ambulanciers, même le week-end, pour finalement tuer ses patients pendant la semaine. En 1992, lorsqu'il avait ouvert le nouveau cabinet à son propre nom, tous ses patients l'avaient suivi sans aucune hésitation. 6 ans plus tard, à partir de 1998, il tuait en moyenne au moins une fois par semaine. Les statistiques étaient impressionnantes. Alors qu'un médecin est normalement présent pour le décès de ses malades que dans 0,8% des cas, lui était là dans les 40%. C'est-à-dire qu'il se rendait à 40% des enterrements de ses clients. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors ses clients, il les tuait peut-être pas tous, puisqu'il faut savoir que parmi l'ensemble de sa clientèle, 466 personnes étaient mortes. Donc ça fait quand même énormément, 466, mais il les a pas tous tués. Il y a aussi des malades, enfin des personnes qui sont morts de vieillesse ou qui sont morts d'un cancer. Lui, vraiment, il les empoisonnait. Et forcément, il n'a pas tué 466 personnes. Mais voilà, c'est quand même, il en a tué énormément. Je vous donnerai le chiffre après. Environ 80% de ses victimes étaient des femmes. Sa plus jeune victime était Peter Levis, un homme de 41 ans. Donc à mon avis, si c'était un homme de 41 ans, il devait quand même être déjà dans un sale état pour qu'il le tue et qu'il l'empoisonne. Une grande partie de la structure juridique de la Grande-Bretagne concernant les soins de santé et la médecine a été revue en conséquence après cette histoire. Shipman est encore aujourd'hui le seul médecin britannique reconnu coupable du meurtre de ses patients. Mais il est également le tueur en série le plus prolifique du pays. Son nombre de victimes est effrayant, la police suspecte 218 meurtres, mais son compteur pourrait s'élever à 350 et peut-être même dépasser les 400. Pourtant, il faut savoir qu'à lui, ses crimes n'ont aucun but précis. Certes, on remarquera qu'il tuait bien sûr en utilisant le même mode opératoire que pour la mort de sa mère, c'est-à-dire qu'il utilisait de la morphine, mais ne tuait ni pour le profit, ni pour le sexe. Ça, c'est assez bizarre, je vous en ai souvent parlé dans mes vidéos. Généralement, il y a 2 mobiles. Les 2 mobiles du tueur en série, le profit ou le sexe. Lui, ses crimes, ils n'avaient aucune réelle motivation. Donc certains spécialistes concluront tout simplement que le docteur Shipman aimait tuer et était devenu accro au meurtre. Il s'en prenait à des personnes âgées, à qui il injectait de la morphine en surdose. Lors de son jugement, il resta imperturbable et continua de nier les faits, allant même jusqu'à prétendre que Madame Grundy était toxicomane. Concernant cette victime et toutes les autres, il n'exprima aucun remords, même devant les témoignages les plus poignants. Cet homme apparaît à la fois rusé et naïf. De plus, il est assez imprudent pour avoir utilisé un poison aussi détectable que la morphine. Cependant, s'il n'avait pas grossièrement falsifié le testament de sa victime, il aurait sans doute pu continuer ou même ne jamais être puni de ses actes. Les enquêteurs le décrivent la plupart du temps comme un manipulateur sûr de lui et sûr de son impunité. « Je suis un être supérieur », confia-t-il un jour aux enquêteurs de la police. Peut-être au final, le docteur Shipman se prenait pour un dieu et pensait pouvoir détenir le droit de vie ou de mort sur certaines personnes. C'est pas facile à dire tout ça. Beaucoup de mystères demeurent encore dans cette affaire. Pourquoi avoir pris le risque de récupérer de l'argent ? Les journalistes émettent 2 hypothèses. Soit Shipman, comprenant qu'il perdait tout contrôle sur lui-même, voulait se faire arrêter, ou soit il espérait gagner de quoi fuir le pays.
Le 31 janvier 2000, après 2 ans de délibération, il sera condamné 15 fois à perpétuité sans aucune possibilité de libération conditionnelle. 2 livres lui seront par la suite consacrés, de même que d'innombrables émissions télévisées et un téléfilm. Dans les années suivantes, sa femme, la fidèle Primrose, lui rend visite en prison, 1 fois par mois. Elle lui apporte à manger et lui raconte des blagues. Donc bon, faut encore bien s'occuper comme on peut, même si elle est toujours persuadée que son mari n'a tué personne. Voilà, elle vraiment c'est... non, mon mari est innocent, on l'accuse, voilà, je veux dire... Bref. Le reste du temps, Shipman étudie la poésie, la peinture ainsi que l'histoire anglaise. Il s'intéresse également beaucoup aux livres en braille qu'il tente de traduire. Le 13 janvier 2004, à 6h20, le docteur Shipman est finalement retrouvé pendu dans sa cellule de la prison de Wakefield, un jour avant son 58e anniversaire. Le service pénitentiaire a indiqué que Shipman s'était lui-même pendu en utilisant ses propres draps. Il avait fait ça pour que sa femme et ses 4 enfants touchent l'intégralité de sa retraite et vivent à l'abri du besoin pour le restant de leurs jours. En définitive, sa mort fut elle-même aussi préméditée que ses meurtres. Son compagnon de cellule fut très triste en apprenant sa mort, puis avouera qu'en prison, Shipman lui avait sauvé la vie. Oui, voilà, Shipman lui avait sauvé la vie apparemment, et même à plusieurs reprises, et que depuis, il s'était lié d'amitié avec. Pourtant, derrière les murs de la prison, c'est l'Angleterre tout entière qui fêtait la mort du 5e tueur en série, le plus prolifique de l'histoire. Harold Frederick Shipman. Voilà, c'était Hughes, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, ce Serial Murder numéro 9. Il aura été un peu plus court, je pense, que le précédent, enfin que la version du départ. Je pense que ça vous intéressera peut-être un peu plus si c'est plus court, ou peut-être un peu moins, ça dépend. Je vais continuer de vous présenter des tueurs en série anglais. Shipman, lui aussi, a sévi dans le Yorkshire. Je pense que l'épisode 21 de la série Serial Murder sera consacré à un tueur britannique. J'ai envie de choisir Peter Sutcliffe, l'éventreur du Yorkshire, qui lui aussi tuait dans le même secteur que Shipman et que Griffiths. Vous allez voir, c'est du très très lourd et ça fait vraiment extrêmement froid dans le dos. Sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation. Ne manquez pas l'épisode numéro 20, ce sera un épisode un petit peu spécial, vous comprendrez pourquoi. Et surtout, mais alors surtout, si vous le regardez, ne soyez pas une âme sensible. Merci à tous, c'était Hughes. Je vous souhaite une très bonne continuation. Bienvenue chez les fous et les dégénérés si vous abonnez. Ciao.